Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des débats des sénateurs. Ce matin, vous allez suivre la fin de l'examen du projet de loi de la réforme de la justice. Au terme de 2 semaines de débat, les sénateurs ont terminé l'examen d'une 60aine d'articles que compte ce projet de loi. Et les sénateurs sont allés plus loin dans la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance que souhaite le gouvernement. On le rappelle, les tribunaux d'instance gèrent les petits litiges entre particuliers, inférieurs à 10 000 euros, et les tribunaux de grande instance gèrent les plus gros litiges. Le gouvernement veut garder plusieurs tribunaux de grande instance par département, mais le Sénat est allé plus loin en créant un tribunal unique de première instance par département. Tout de suite, le débat sur la fusion des tribunaux. Nous passons à l'article 53 qui a 2 amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 44 présenté par Madame Assassi. Merci Madame la Présidente. Alors que l'article initial du gouvernement entendait déjà mettre en place la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance avec la création de chambres détachées visant à remplacer les tribunaux d'instance vidés de leur substance, le texte de la Commission va encore plus loin en réintroduisant les tribunaux de première instance, les TPI. Aussi, alors que le gouvernement n'excluait pas de conserver plusieurs TGI sur un même département, il s'agit ici de consacrer le principe du tribunal unique par département sous couvert de la complexité qu'engendrerait la spécialisation à l'échelle départementale. Nous sommes opposés à la création de ces tribunaux. D'abord, cela ne répond en aucun cas aussi au souci de proximité du justiciable avec les lieux de justice, d'autant que chacun connaît la disparité entre de nos départements. Il n'y a qu'à comparer le département de la Seine-Saint-Denis, mon département, avec les départements de la Haute-Saône. Certains tribunaux, comme le souligne le rapport d'information sur l'évaluation de l'action de l'État dans l'exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis, donc comme le soulignent des collègues députés, certains tribunaux sont logiquement sous-dimensionnés, d'autres surdimensionnés. C'est pourquoi, dans la même logique, nous nous interrogeons sur l'entêtement à vouloir réfléchir à l'échelle départementale qui n'a pas beaucoup de pertinence selon nous. Le souci de proximité sera d'autant moins respecté que les chambres détachées semblent n'avoir été pensées que dans l'optique de supprimer ensuite, sans grande opposition, les sites de tribunaux d'instance. Par ailleurs, comme nous alertent les syndicats, qu'il s'agisse du syndicat de la magistrature ou de l'Union syndicale des magistrats, ces dispositions vont à l'encontre du principe du juge naturel qui impose une affectation des dossiers sur des critères objectifs, selon des règles claires, précises, préétablies et stables, pour que le juge ne puisse être choisi en fonction des affaires. Or, le risque est important que les juges dont les décisions juridictionnelles auraient déplu ou plus promptes que d'autres à la contestation des décisions de leur hiérarchie, héritent des situations les plus inconfortables, dénonce le syndicat de la magistrature. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. La seule logique pécuniaire et gestionnaire guide ces mesures au détriment de la justice de proximité et de l'égal accès aux droits pour tous les justiciables de notre pays. Merci, chers collègues. L'amendement 94, identique, donc présenté par Madame Joissaint. Oui, ça vient d'être dit, je ne vais pas gloser beaucoup plus. Il est beaucoup plus facile de fermer une chambre détachée qu'une juridiction. La ruralité est quand même aujourd'hui en grande difficulté. Problème de transport, fermeture de commerce, d'écoles, de services publics. Le service public de la justice doit continuer d'être accessible. Et tout en assurant qu'il n'y aura aucune fermeture de tribunal, si on leur ôte leur statut protecteur, le texte permettra de facto que leur fermeture soit facilitée, puisqu'ils ne seront plus que des chambres. Donc cet article fragilise grandement la justice de proximité et je ne peux évidemment pas être pour. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame le Président, sur ces 2 amendements, c'est un avis défavorable de la Commission. Il consiste à supprimer purement et simplement le projet de rapprochement entre le TGI et les tribunaux d'instance. La commission des lois y est favorable. Je m'expliquerai ensuite sur les conditions dans lesquelles nous sommes favorables, mais en tous les cas, nous sommes défavorables à la suppression. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, avis du gouvernement. C'est également un avis défavorable. Merci. Je mets donc... Ah pardon, il y a une demande d'explication de vote de monsieur Bigot. Explication très simple, nous ne voterons pas la suppression de cet article. Nous avions déjà exprimé en octobre 2017 et dans la mission sur l'obtention de la justice notre
avis favorable à l'idée de regroupement des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. La dénomination, Madame la garde des Sceaux en parlera tout à l'heure. Je pense qu'il y a une volonté commune de ce point de vue-là et nous ne voterons pas ces amendements de suppression. Merci, Monsieur Bigot. Je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ces deux amendements ne sont pas adoptés. Nous passons à l'examen de l'amendement numéro 185 présenté par le gouvernement. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Si vous me permettez, je voudrais vous présenter ici un peu plus longuement que je ne l'ai fait en réponse aux amendements précédents le projet d'évolution de l'organisation territoriale que je porte pour la justice. J'ai eu l'occasion de l'affirmer à plusieurs reprises, je souhaite une justice qui soit à la fois plus simple, plus lisible et plus efficace pour les citoyens, une justice qui à la fois s'adapte aux évolutions de notre société, mais qui reste proche des citoyens, car je crois que c'est une condition essentielle qui caractérise notre service public de la justice. Cela doit se traduire physiquement par des lieux de justice très proches des citoyens, mais également par le développement du numérique, qui est aussi une manière à la fois de renforcer la qualité des décisions qui seront prises et également de faciliter le travail des personnels de justice. Votre commission des lois a compris cette ambition. D'une part, en votant, comme je le proposais, la fusion, le regroupement administratif des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, et d'autre part, en renonçant à créer un tribunal départemental unique, ce qui avait été un temps envisagé par votre Assemblée. Je suis donc satisfaite qu'au moins sur ces points, nous puissions ainsi converger. La commission des lois souhaite introduire également une nouvelle dénomination en créant un tribunal de première instance. Je ne partage pas le choix qui vous est ainsi proposé parce qu'il me semble que dans l'esprit de nos concitoyens, le tribunal de première instance renvoie à l'idée de tribunal départemental que j'évoquais tout à l'heure, ce que je ne souhaite pas créer, et il me semble qu'il est nécessaire sur ce point de lever une certaine ambiguïté. Je vous le disais tout à l'heure, je souhaite maintenir l'ensemble des lieux de justice, partout où ils se trouvent aujourd'hui. Je souhaite maintenir l'ensemble des tribunaux, mais je souhaite également pouvoir évoluer en partant de projets territoriaux construits avec les acteurs locaux de la justice. Nous pourrons ainsi, me semble-t-il, à la fois renforcer l'organisation judiciaire tout en restant dans un souci de proximité par rapport aux citoyens et aux justiciables et dans un souci de qualité par rapport aux contentieux qui exigent une grande technicité de la part des magistrats comme des avocats. C'est pourquoi je propose plusieurs évolutions dans la réforme. D'une part, je propose, là où il y a aujourd'hui des tribunaux d'instance, et puisque je vous annonçais le regroupement administratif entre tribunal de grande instance et tribunaux d'instance, je propose que ces tribunaux d'instance se transforment en chambres de proximité, dénommés tribunaux de proximité, là où il existe aujourd'hui des tribunaux d'instance isolés. Pourquoi est-ce que je vous propose cela? Je vous propose cela parce que demain, le justiciable n'aura plus qu'une entrée unique par une requête unique devant le tribunal, quel qu'il soit, que ce soit le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, qu'il s'agisse d'un tribunal d'instance isolé ou bien d'un tribunal d'instance qui soit regroupé au sein du tribunal de grande instance, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui dans beaucoup de villes moyennes. Ces tribunaux de proximité, les actuels tribunaux d'instance qui deviendront tribunaux de proximité, verront leur socle de compétences garanti
par décret. Et ce socle de compétences comprendra l'ensemble des compétences dévolues aux anciens tribunaux d'instance, notamment tout ce qui s'attachera à la tutelle, aux tutelles à la consommation, etc., et également les contentieux civils de moins de 10 000 euros. Au fond, c'est la justice du quotidien. Cette justice du quotidien-là, il faut qu'elle soit rendue en proximité, en très grande proximité, donc dans les tribunaux d'instance actuels. Mais en plus, et c'est là où je dis que nous confortons la justice de proximité, ces tribunaux d'instance tribunaux de proximité pourront se voir attribuer des compétences supplémentaires par décision des chefs de cour. Par exemple, en matière familiale, s'il en est besoin, si on estime vraiment qu'il faut gonfler les compétences des tribunaux d'instance, des tribunaux de proximité, eh bien on y adjoindra du contentieux en matière familiale. J'ai souhaité compléter mon projet initial parce que j'ai beaucoup discuté avec les juges d'instance actuels, avec également l'ensemble des magistrats, avec les syndicats de magistrats, et j'ai donc souhaité revoir mon projet initial en créant un juge des contentieux de la protection. Ce juge des contentieux de la protection qui va remplacer les juges d'instance. Ce juge des contentieux de la protection aura en charge l'ensemble des dossiers de la justice du quotidien. Il aura en charge le surendettement, la consommation, les baux d'habitation et les tutelles. Donc c'est ce qui forge le contentieux du quotidien. Et donc la création de ce juge des contentieux de la protection viendra conforter cette justice de proximité dont je vous parlais et qui me semble tout à fait importante. J'ai donc écouté les juges d'instance eux-mêmes qui m'ont convaincu que certains des contentieux qu'ils traitent méritaient d'être traités par une personne qui ait les compétences, les qualités, les capacités. Je crois que c'est important à dire et c'est cela que j'ai voulu faire, au fond, donner un visage pour traiter des questions de vulnérabilité économique et sociale. Je crois que c'est important. La prise en compte de ces fragilités mérite en effet une affectation dans les tribunaux de proximité comme au siège des tribunaux de grande instance. Et j'observe que votre commission des lois m'a rejointe pour partie en créant un juge des tutelles et un juge des contentieux de proximité. Je propose, moi, un juge unique qui soit en charge de l'ensemble de ces éléments. Votre commission des lois m'a rejointe, mais pour partie seulement. Pour partie seulement, car la spécialisation de ces fonctions n'est pas protégée par la loi organique, ce que je propose pour ma part, et nous divergeons également sur le socle de compétences. Dans le projet que je porte, les contentieux civils de moins de 10 000 euros doivent être dévolus à une chambre de proximité, mais pas à un juge particulier, alors que ce n'est pas l'option que vous retenez. Je le dis bien, ce qui prime pour moi, c'est que la justice du quotidien soit proche du justiciable, et je peux le garantir. La spécialisation, elle n'est pas absente de mon projet. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai des ambitions, c'est la proximité, je viens de vous le dire, on garde tous les tribunaux de proximité, les juges de proximité seront là, ils auront le nom de juges des contentieux de la protection et ils auront une garantie pour juger des contentieux du quotidien, de la vulnérabilité. Ce qui m'importe aussi, c'est la spécialisation. Non pas la spécialisation totale, absolue, car cela n'a pas de sens, mais une spécialisation que je mets en place pour des contentieux techniques. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, lorsque vous parlez à des avocats, il est très rare qu'ils soient multicartes, si j'ose utiliser cette expression. Cela arrive, bien sûr, mais vous avez beaucoup d'avocats qui sont spécialisés les uns en droit pénal, les autres en droit des affaires, les troisièmes en droit de la propriété littéraire et artistique, les quatrièmes en droit de l'environnement, etc. Eh bien, il me semble que dans certaines hypothèses, il faut que nous rendions cette spécialisation envisageable pour nos magistrats. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que dans les départements qui auraient plusieurs tribunaux de grande instance, ces tribunaux de grande instance qui seront tous maintenus
tous maintenus, avec les socles de compétences qui sont les leurs aujourd'hui, puissent dialoguer entre eux et nous faire remonter un projet qui offre la possibilité de se spécialiser pour l'un de ces tribunaux sur telle compétence technique, pour l'autre sur telle autre compétence technique, pour le troisième sur encore une autre compétence technique. Mon projet a évolué dans son écriture, car j'ai entendu les craintes et des avocats et des territoires. Et j'ai donc décidé que ces compétences spécialisées ne pourraient porter que sur des compétences techniques, d'une part, et de faible volumétrie, d'autre part. Globalement, ça pourrait représenter jusqu'à 10% des contentieux qui sont gérés dans un tribunal. Mais si le tribunal A perd 10% du contentieux qu'il gère, il gagnera 10% venus d'ailleurs, puisque l'idée, c'est de créer des pôles de compétences techniques. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ces points-là. Je crois vraiment qu'il y a eu un progrès important par rapport au texte initial, puisque dans le texte initial que je proposais, il n'y avait pas la création du juge des contentieux de la de la protection, il n'y avait pas les compétences techniques et de faible volumétrie. J'ai introduit ces notions à la demande à la fois des syndicats de magistrats, mais aussi, je le disais, des professionnels du droit. Votre commission m'a rejoint sur un certain nombre de points. Je pense notamment à l'idée que j'ai de la possibilité de confier à l'un des procureurs, dans les départements qui en comptent plusieurs, un rôle de coordination des politiques publiques judiciaires sous le contrôle du procureur général. Je crois donc que cela aussi constitue un point important qu'il faut ici souligner. Voilà donc globalement quelle est l'architecture que je propose: proximité, maintien de tous les tribunaux et spécialisation dans un certain nombre de contentieux. Voilà ce que je voulais dire pour rétablir l'amendement que je vous propose. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Madame le Président, mes chers collègues, la Commission des lois a émis un avis défavorable à l'amendement du gouvernement, à cet amendement 185. Mais je tiens, puisque Madame la Ministre a présenté globalement les choses, à faire la même chose et ensuite ne pas revenir sur des explications sur les prochains amendements, de façon à ce que nous allions, j'allais dire sans nous précipiter, mais rapidement. Alors que la réforme de l'organisation judiciaire de première instance était un point de convergence entre la Commission et le gouvernement, même si le projet de loi allait moins loin que la proposition de loi adoptée par le Sénat en octobre 2017, nous pensons, on peut déplorer que le gouvernement veuille purement et simplement rétablir son texte sur ce sujet, rejetant en bloc les différentes modifications apportées par la Commission. Pas toutes, je le signale. Cet amendement est donc contraire à notre position et je fais un point général. La Commission a approuvé, je le dis, le principe de la fusion entre le tribunal de grande instance et les tribunaux d'instance de son ressort, sans remise en cause de la carte judiciaire, ni création d'un tribunal unique par département, tout en conservant les sites des anciens tribunaux d'instance en dehors du siège de cette nouvelle juridiction unifiée sous forme de chambres détachées. Le socle des compétences des chambres détachées serait fixé nationalement par décret et des compétences supplémentaires pourraient leur être attribuées au cas par cas sur décision des chefs de cour en fonction des circonstances et des priorités locales. Ceci correspond à ce que la Commission avait proposé en 2017 et à ce que le Sénat avait adopté. Puisque le tribunal d'instance serait supprimé, il a semblé plus clair de retenir la dénomination de tribunal de première instance pour la nouvelle juridiction, puisque la distinction entre l'instance et la grande instance n'existerait plus. Le gouvernement avait envisagé, dans un premier temps, de garder la dénomination de tribunal d'instance pour les chambres détachées. C'était pour nous une source de confusion. À présent, le gouvernement propose la dénomination de tribunal de proximité. Or, outre que cette dénomination donne l'impression de recréer les juridictions de proximité supprimées il y a plusieurs années, on ne peut pas donner à ces sites judiciaires le nom de tribunal, car ils n'en sont plus.
De plus, comment comprendre la coexistence d'un tribunal de grande instance sans tribunal d'instance et d'un tribunal de proximité qui n'est pas vraiment un tribunal? Ce choix sémantique, pour certains sans doute, serait une source de confusion pour les justiciables. Il est faux de dire que le tribunal de grande instance est bien identifié aujourd'hui, sinon nous ne ferions pas la réforme. Sur cette question de dénomination, le gouvernement a fait état d'un problème constitutionnel. Il ne nous paraît pas que l'argument soit recevable et relève plutôt du nominalisme juridique. On ne pourrait pas réformer les tribunaux de grande instance ou seulement modifier leur dénomination parce que l'article 65 de la Constitution évoque la nomination des présidents des tribunaux de grande instance par le Conseil supérieur de la magistrature. Dans ce cas, comment le Conseil supérieur de la magistrature peut-il statuer aujourd'hui sur la nomination des présidents des tribunaux de première instance dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique, alors qu'ils ne sont pas formellement cités dans la Constitution? De plus, pour répondre aux incertitudes sur la carte judiciaire, la Commission a voulu mettre en place un dispositif encadrant toute modification du siège ou du ressort, toute création et toute suppression d'une juridiction de première instance. C'est une garantie de concertation avec les milieux judiciaires, les élus locaux, nous pourrions peut-être y rajouter les barreaux, s'appuyant sur une évaluation publique sans remettre en cause la compétence du pouvoir réglementaire. Pour faire face à ces inquiétudes, en particulier des fonctionnaires des greffes, nous avons prévu une garantie d'emploi au siège du nouveau tribunal ou au siège d'une chambre détachée, sous réserve d'une possibilité de délégation ponctuelle d'un fonctionnaire d'un site dans un autre sur décision des chefs de juridiction. Cette garantie n'est pas nécessaire pour les magistrats qui sont plus mobiles. Il suffit de voir d'ailleurs comment fonctionnent aujourd'hui les quelques chambres détachées qui existent en métropole. Nous nous sommes simplement fondés sur cette pratique. Par ailleurs, comme le gouvernement n'a pas voulu aller au bout finalement de la création d'un tribunal unique de première instance par département, nous avons quand même veillé à ce qu'il y ait, il a été prévu une sorte de palliatif dont certains sont plus convaincants que d'autres. La moitié des départements comportent plusieurs tribunaux de grande instance et cette situation est un facteur important. Nous avons accepté certains de ces palliatifs. La possibilité, et non l'obligation, pour le procureur général de désigner, vous l'avez rappelé Madame le ministre, un procureur chef de file, notamment pour les politiques partenariales. Même si nous avons des doutes sur son application pratique, car cela exigera une coordination entre parquets, ainsi que la possibilité de ne pas avoir un juge d'instruction et un juge de l'application des peines dans chaque tribunal de grande instance. S'il est pertinent de renforcer le travail en équipe des juges d'instruction et de favoriser la co-saisine, la question semble moins évidente pour les juges de l'application des peines qui ont aussi une importante activité civile. Nous avons refusé un autre de ces palliatifs, la spécialisation dans certaines matières civiles et pénales de grande technicité et de faible volumétrie au sein d'un même département. La procédure nous paraît extrêmement lourde pour des gains d'efficacité faibles, a fortiori dans des départements qui ne comportent que des petits tribunaux de grande instance avec de faibles effectifs de magistrats, en supposant que les présidents de ces tribunaux parviennent à se mettre d'accord. De plus, comment le justiciable pourra-t-il s'y retrouver sans savoir à quel tribunal s'adresser? En tous les cas, ce serait complexe. On risque de créer de nouveaux contentieux sur la compétence, c'est possible. Ces dispositions de spécialisation infradépartementale ne nous semblent pas utiles, sauf à vouloir, nous n'en faisons pas le procès, à moyen terme, dévitaliser certains tribunaux sans le dire, mais dans ce cas, il aurait fallu aller directement au tribunal unique, ce sur quoi nous avions déjà débattu. Enfin, il reste la question du devenir du juge d'instance. Aujourd'hui, c'est une fonction spécialisée, c'est-à-dire que tout juge d'instance est nommé par décret dans un tribunal de grande instance pour assurer le service d'un tribunal d'instance donné. Même s'il peut participer à d'autres activités juridictionnelles, ce statut est une source de rigidité. Dans un premier temps, le gouvernement a proposé de supprimer ce statut de juge d'instance, comme nous l'avions d'ailleurs proposé nous-mêmes en 2017. Ainsi, seuls seraient spécialisées des fonctions relevant en tout ou partie du champ pénal, compte tenu des garanties supplémentaires pouvant paraître nécessaires à cette matière. Juge d'instruction, juge des libertés et de la détention, juge des enfants et juge de l'application des peines. Je rappelle que c'est d'ailleurs le Sénat, en 2001, qui a créé cette catégorie des fonctions spécialisées en les soumettant à des règles particulières de durée dans les fonctions. Pour assurer un traitement effectif et satisfaisant des contentieux de la vie courante,
nous avions proposé en 2017 de créer un juge chargé des contentieux de proximité. Nous avons repris cette proposition. Dans le cadre de l'ordonnance annuelle de roulement, le président du tribunal déléguerait des magistrats dans ses fonctions, tout comme pour le juge aux affaires familiales. Ce magistrat pourrait alors siéger dans les chambres détachées et participer plus facilement aux activités du tribunal. En particulier, nous pensons aux audiences correctionnelles. Il semblerait que le gouvernement a quant à lui changé d'idée, propose de maintenir le juge d'instance spécialisé sous le nom de juge des contentieux de la proximité. Outre que ce nom ne nous paraît pas complètement adapté au regard des compétences attribuées, une telle modification du projet de loi maintiendrait dans l'organisation de première instance une rigidité dans l'affectation des magistrats qui finalement, au bout, pourrait ôter à la réforme une partie de son intérêt, puisqu'un des objectifs est aussi de permettre au patron de la juridiction de pouvoir utiliser ces magistrats à la fois comme juge de proximité, mais à la fois, par exemple, dans les juridictions correctionnelles, telles que je le disais. C'est pour ces raisons que la commission des lois a émis un avis défavorable à l'amendement 185. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il sur ces explications des prises de parole demandées? Monsieur Sueur. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, moi je dois dire que j'ai été très intéressé par les deux exposés qui viennent d'être présentés. Je partage, comme mon groupe, la position qui a été définie par la Commission, mais je constate que les différences se sont réduites, Madame la Ministre, et qu'il y a un certain nombre d'avancées de manière générale. Mais voyez-vous, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a quelque chose de terrible dans la politique. C'est qu'il y a toujours une grande différence entre ce que vous voulez faire et ce que les gens comprennent. En ce que vous dites et ce que les gens entendent. Je prendrai un exemple très simple. Vous êtes venu dans mon département. Je parle rarement de mon département, c'est le Loiret. Et là, vous êtes arrivé à Orléans. Et vous avez bien vu une crainte qui existe, et moi que j'entends toutes les semaines. Avec cette réforme, vous savez, il y a Orléans, et puis il y a Montargis à 90 km. Entre les deux, il y a une forêt magnifique, la plus grande forêt domaniale de France. On a déjà perdu le tribunal de commerce à Montargis. Avec cette réforme, vous allez fermer le tribunal de grande instance de Montargis. Les gens comprennent ça. Alors je leur dis non. Ni dans la proposition de la Commission, ni dans celle du gouvernement, ce ne sera le cas. Mais néanmoins, ils ont cette peur, parce qu'on a parlé de tellement de choses qu'ils ont cette peur. Donc je pense, Madame le Ministre, ce que vous avez dit est de nature à complètement les rassurer. Ce que Monsieur le rapporteur a dit également. Mais voyez-vous, il y a encore une autre chose, la spécialisation. On s'est dit, certes, peut-être que le tribunal de grande instance, les deux vont rester. Mais il va y avoir la spécialisation. Je ne crois pas être le seul à entendre ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'affaires qui vont venir d'un côté et qui vont partir de l'autre. Et quand les justiciables seront concernés, il faudra faire les 90 km. Il n'y a plus de train. On a fait l'erreur de le supprimer il y a quelque temps, il y a longtemps. Et vous nous dites, Madame la Ministre, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes dans l'homéopathie. Vous nous dites de toute façon la spécialisation, vous savez, ce sera très peu, ce sera pas plus que 10%. Alors j'ai envie de vous poser une question, enfin moi je n'ai pas de raison de ne pas vous croire, mais si c'est si homéopathique, si c'est pas plus que 10%, à quoi ça sert? Donc les gens qui ont un certain bon sens disent ou bien ça sert à quelque chose et une répartition des tâches, et s'il y a une répartition des tâches, on devra aller loin et ça sera coûteux et la justice ne sera plus aussi proche. Ou alors, si c'est homéopathique, pourquoi le faire, Madame la Ministre? Voyez-vous, je me permets ici de me faire l'écho de choses, et je finis, Madame la Présidente, vous avez bien compris, peut-être simplistes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes là au milieu des habitants que nous rencontrons tous les jours, et c'est pourquoi je me suis permis de m'exprimer ainsi. Bien fait. Merci, monsieur, cher collègue, monsieur Sueur.
Monsieur Bigot a demandé la parole pour explication de vote. Je vais y renoncer, Madame la Présidente, parce que d'abord Jean-Pierre Sueur s'est très bien exprimé. Il a exprimé les inquiétudes sur le terrain. Nous sommes simplement, très globalement, très majoritairement, je crois, en phase sur cette perspective d'un tribunal ou de première instance ou de grande instance. Le juge, les propositions, amendements gouvernementaux et amendements de la commission sur le juge de la protection me paraissent une bonne démarche. Nous aurons simplement, pour ceux qui sont favorables à tout cela, un vrai travail sur le terrain à faire, d'explication et pour rassurer, et peut-être aussi d'avoir dans quelques temps, Madame la garde des Sceaux, un échange sur le retour de ce qui se passe sur le terrain pour s'assurer que ça fonctionne bien, parce que notre but à tous, c'est que la justice fonctionne au mieux. Et je rappelle que l'urgence pour nos concitoyens, c'est d'arriver, notamment grâce à l'informatique et au développement des greffiers, à mettre en place le service d'accueil unique du justiciable avec un système de renseignement qui soit performant. C'est compliqué, c'est pas simple, il faut des moyens et l'article 1er de la loi devrait le permettre. Merci, chers collègues. Explication de vote de Monsieur Laménie. Merci, Madame la Présidente, Madame la garde des Sceaux, chers collègues. J'interviens un petit peu après aussi. Je rejoins d'une certaine manière notre collègue représentant le département du Loiret, Jean-Pierre Sueur. Et c'est vrai que on prend l'exemple de nos départements, mais souvent on prend l'exemple de nos départements parce que, je dirais, on parle un petit peu modestement de ce qu'on connaît et parler de ce qu'on ne connaît pas, c'est sûr qu'on ne le fait pas forcément. Alors, c'est vrai que dans le titre, au niveau de cet article 53, améliorer l'efficacité de la justice, l'organisation juridictionnelle, le code qui place justement l'ensemble, la répartition des juridictions. On se trouve quand même dans des dilemmes. Il y a quelques années, on avait parlé de la réforme de la carte judiciaire. Ça avait fait couler beaucoup d'encre à une certaine époque. Le temps passe, mais bon, on a les uns et les autres quelques souvenirs. De l'autre côté, on reste attaché naturellement à nos tribunaux, tribunal de grande instance, mais de l'autre côté, et c'est vrai que votre explication particulièrement pédagogique, Madame la Ministre, comme Monsieur le rapporteur, on est confronté quand même d'une certaine manière à un dilemme. Et je dirais, faut toujours faire évoquer quand même néanmoins les moyens humains, parce que on est régulièrement, on participe aux audiences de rentrée du tribunal, de l'installation de nouveaux magistrats, qui est profession qui est particulièrement aussi féminisée, et les jeunes magistrats, bon, dans certains de nos départements, c'est souvent la première affectation. Mais se pose quand même le problème des moyens humains, et parfois, il y a des postes de magistrats qui ne sont pas pourvus, des postes au niveau du greffe qui ne sont pas pourvus. Donc, se pose quand même tous ces problèmes, et quand on examinera le budget, la mission de la justice, on est aussi confronté quand même à tous ces problèmes de gouvernance. Et c'est vrai que néanmoins, objectivement, après avoir entendu vos deux interventions, bon, je me rallierai néanmoins à l'avis de la commission. Merci. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez souhaité reprendre la parole. Merci Madame la Présidente. Très brièvement, pour répondre au mot inquiétude qui a été soulevé par Monsieur le sénateur Sueur. Évidemment, les inquiétudes, je les entends. Vous le disiez, je me rends sur le terrain très régulièrement dans divers endroits de la France. Les inquiétudes sont tantôt réelles, tantôt suscitées. Il ne faut pas non plus le nier. Je répondrai à cette réalité, puisque ces inquiétudes ont pu exister. Elles sont moins présentes tout de même maintenant, puisque nous avons à la fois évolué et en même temps fait un très gros effort d'explication. Je répondrai que, en réalité, ce que nous souhaitons, c'est vraiment que les choses fonctionnent
de manière plus fluide sur le terrain, de manière concrètement beaucoup plus fluide et plus aisée sur le terrain. Et lorsque vous vous interrogiez, monsieur le sénateur, en disant mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction en disant d'une part que la spécialisation, puisque c'est le mot qui peut encore inquiéter, que la spécialisation porte sur des contentieux de faible volume, mais alors, me disiez-vous, quel est son intérêt? Eh bien, l'intérêt est grand. L'intérêt est grand. Je rappellerai d'abord que ce seront des projets qui remonteront du terrain. Rien ne sera imposé par notre administration centrale. Si les tribunaux ne remontent pas de projet, s'il y a 3 tribunaux dans un même département qui ne remontent pas de projet de travail collectif, rien ne se passera. Donc, c'est vraiment une impulsion du terrain. Je souhaite néanmoins que cette impulsion ait lieu, et je vois déjà d'ailleurs que les gens travaillent et sont intéressés par cette proposition. Deuxième élément, même si cela ne porte que sur quelques contentieux de faible volumétrie, vous ai-je dit, et ces mots-là, ce sont avec les représentants des avocats que nous avons voulu les introduire pour répondre aux inquiétudes qu'ils pouvaient ressentir, eh bien, ce travail sur quelques contentieux, ce seront des contentieux extrêmement techniques qui peuvent mobiliser un investissement de la part des magistrats qu'ils font de manière rare, puisque ces contentieux sont techniques et donc apparaissent rarement. Et là, nous disons, eh bien, ce type de contentieux-là, que ce soit un seul des tribunaux dans un même département qui s'en charge. Et je crois que c'est de nature à apaiser les inquiétudes. Car au fond, ça veut dire que l'investissement du magistrat qui traite ces contentieux, il sera à la fois plus productif, ça permettra une jurisprudence plus harmonisée, plus égale pour les citoyens, et je crois que chacun y trouvera bénéfice. Donc je ne suis pas certaine qu'il y ait là, à la fois parce que ce n'est pas une obligation à ce stade, et parce qu'il s'agit de contentieux techniques qui nécessitent un fort investissement, je crois que chacun pourra y trouver des avantages. Merci, Madame la Ministre. Je pense que chacun a pu exprimer son point de vue. Je vous propose donc de procéder au vote sur l'amendement 185 présenté par le gouvernement et qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 185 n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 368 présenté par notre rapporteur, Monsieur Buffet. Madame le Président, si vous me l'autorisez, je présenterai bien les trois. Le 368, 367, 372. Le premier est un amendement de correction, les deux autres sont des amendements de coordination. Très bien. Merci, Monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement sur les amendements 368, 367 et 372. Eh bien, comme rien n'est simple en ce bas monde, j'émets un avis favorable sur le 368, un avis défavorable sur le 367 et un avis défavorable sur le 372. Évidemment, ce sont les conséquences des dispositions prises par votre commission, selon que j'y adhère ou non. Merci, Madame la Ministre. Nous allons donc procéder au vote tout d'abord sur l'amendement 368 présenté par Monsieur Buffet, qui reçoit un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'amendement 367 de Monsieur Buffet, qui a reçu un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 367 est adopté. Nous passons à l'amendement 372 de la commission présenté par Monsieur Buffet, avec avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 372 est adopté. Nous mettons aux voix l'article 53. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 53 est adopté. Après l'article 53, un amendement 301 rectifié présenté par Madame Coste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, cet amendement concerne les juristes assistants de l'ordre administratif. Cet amendement vise à s'assurer que dans l'ordre judiciaire, ces juristes assistants ne puissent être recrutés à temps partiel. Il s'agit d'éviter de transformer ces fonctions en emplois précaires. Je vous remercie.
Merci, chers collègues. Avis de la commission? Défavorable. Défavorable de la commission. Avis du gouvernement? Défavorable également pour des raisons de souplesse. Merci, Madame la Ministre. Je mets aux voix l'amendement 301 rectifié. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 301 rectifié n'est pas adopté. Après l'article 53, un amendement 251 présenté par Monsieur Thani Mohamed Soihili. Merci Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues. Cet amendement vise à concrétiser une recommandation que notre collègue Richard Yung et notre ancien collègue Laurent Béteille avaient formulée en 2011 dans un rapport d'information sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Cette loi avait marqué une étape très importante dans la spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle. À l'initiative de notre Assemblée, elle avait notamment renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de confier une compétence exclusive à certains tribunaux. Le TGI de Paris est ainsi seul compétent pour les brevets d'invention, les certificats d'utilité, les certificats complémentaires de protection et les topographies de produits semi-conducteurs. Par ailleurs, 10 TGI, dont celui de Paris, connaissent des actions relatives aux autres titres de propriété intellectuelle. Cette concentration des compétences présente de nombreux avantages. Non seulement elle améliore le fonctionnement de l'institution judiciaire, mais elle est aussi un élément essentiel de rayonnement international du droit français et de l'attractivité juridique du territoire français dans un contexte de forte concurrence des systèmes juridiques nationaux. Il ressort de l'analyse du volume des dossiers traités par chacun des 10 TGI spécialisés que 5 TGI traitent moins de 5% du contentieux de la propriété intellectuelle. Cette situation n'est pas satisfaisante au regard de la technicité du contentieux concerné et de l'impérieuse nécessité d'assurer une justice de qualité. Afin d'y remédier, nous proposons de réduire de moitié le nombre de TGI pouvant être désignés pour connaître des actions en matière de marques, de dessins et modèles, d'indications géographiques, d'obtention végétale et de propriété littéraire et artistique. Ce renforcement de la spécialisation des juridictions civiles permettrait notamment d'harmoniser la jurisprudence. Pour ce qui concerne le contentieux marginal des obtentions végétales, il conviendrait de le confier au seul TGI de Paris. Le nombre minimal de TGI spécialisés en matière d'obtention végétale a certes été supprimé du Code de la propriété intellectuelle en 2011. Cependant, le tableau 5 annexe à l'article D 211.5 du Code de l'organisation judiciaire indique que 10 TGI sont toujours compétents pour connaître des actions en matière d'obtention végétale. Cela n'est pas raisonnable lorsque l'on sait que ce contentieux représente en moyenne une dizaine d'affaires par an. Merci, chers collègues. Avis de la commission. C'est une demande de retrait, Madame le Président, puisque la réduction à 5 tribunaux ne semble pas justifiée en raison de difficultés particulières qui auraient pu être constatées. L'harmonisation des jurisprudences est par ailleurs assurée normalement par les cours supérieures, donc il n'y a pas de nécessité de vouloir réduire le nombre existant. Donc c'est une demande de retrait, à défaut ce sera un avis défavorable. Merci. Madame la Ministre. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, je suis très sensible à votre amendement parce qu'au fond, ça va dans le sens de ce que je porte avec la recherche d'une spécialisation pour des contentieux techniques et de volumétrie relativement faibles. Toutefois, c'est aussi une demande de retrait que j'émets car il me semble que les dispositions que vous proposez ne relèvent pas du domaine de la loi, mais du domaine réglementaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas donner une suite favorable à votre amendement. Merci. Vous retirez l'amendement, chers collègues? J'aurais préféré que mon collègue Young le retire lui-même, mais comme il m'a mandaté pour tout, je consens à retirer l'amendement. Merci, chers collègues. L'amendement 251 est retiré. Après l'article 53, un amendement 250 présenté par Monsieur Thani Mohamed Soihili. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise également à concrétiser une recommandation que notre collègue Young et notre ancien collègue Béteille avaient formulée en 2011. Il part du constat que l'insuffisance de la réponse pénale au phénomène de la contrefaçon ordinaire, c'est-à-dire les délits de contrefaçon autres que ceux présentant une grande complexité. Les juridictions répressives se voient toujours reprocher leur manque de fermeté, tant sur les sanctions pénales que sur les indemnisations civiles. Cette timidité de la réponse pénale s'explique notamment par l'absence de spécialisation des juridictions répressives. Elle est par ailleurs la principale raison pour laquelle les juridictions répressives sont peu saisies d'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.
Afin de remédier à cette situation préjudiciable aux titulaires de droits, nous proposons de confier à 5 tribunaux correctionnels une compétence exclusive pour le dossier simple de contrefaçon. En revanche, nous ne proposons pas de modifier le traitement pénal des affaires de contrefaçon présentant une grande complexité. Ces affaires continueraient de relever de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées, conformément à l'article 704 du Code de procédure pénale. Enfin, nous considérons que la mise en place de la disposition prévue par le présent amendement devrait nécessairement s'accompagner de la création, au sein des juridictions spécialisées, d'une chambre mixte de propriété intellectuelle associant des magistrats civilistes et pénalistes. Une telle initiative permettrait, selon nous, une amélioration du dialogue des juges ainsi qu'une harmonisation des montants d'indemnisation des titulaires de droits. Merci, cher collègue. Avis de la commission. C'est une demande de retrait pour la même raison que l'amendement précédent. Si, Madame la Ministre. Même avis. Même avis. 2 demandes de retrait, chers collègues. Est-ce que vous acceptez de retirer votre amendement? Je le retire. Merci. Merci, chers collègues. L'amendement 250 est retiré. Après l'article 53, un amendement 371 rectifié du gouvernement, Madame la Ministre. Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le livre foncier, qui est un système de publicité foncière propre à l'Alsace-Moselle, a fait l'objet d'une informatisation telle que les données qui figurent sur ces registres sont consultables par Internet et que la totalité ou quasi-totalité des requêtes en inscription sont aujourd'hui déposées par voie électronique. Un établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé, EPELFI, a été créé à cette occasion. En lien avec les bureaux fonciers des tribunaux d'instance, cette EPELFI assure l'exploitation et la maintenance du système informatique qui a été conçu, ainsi que la sécurisation des données et leur intégrité. Souhaitant tirer profit de l'expérience de l'EPELFI en informatisation de registres, l'amendement que je vous soumets propose, en étendant son objet, de donner compétence à l'EPELFI pour informatiser les registres des associations et les registres d'associations de droit local et ainsi permettre la consultation ou la réalisation des démarches à distance, à l'instar des dispositifs qui ont déjà été mis en place dans les autres départements pour les associations dites loi 1901. Cet amendement répond à une demande de modernisation et de consolidation de l'informatisation de ces registres qui a été formulée par des acteurs locaux et qui a été relayée par le sénateur Bigot au travers d'un amendement numéro 168. Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40, mais la situation financière de l'EPELFI permettrait en réalité d'absorber cette nouvelle activité sans dépenses nouvelles. En effet, la tenue des registres dont la gestion serait transférée à l'EPELFI est actuellement sous la responsabilité du ministère de la Justice. Leur transfert à l'EPELFI, qui dispose déjà des fonds pour financer le projet et ne sollicitera donc pas de nouvelles contributions de la part du ministère de la Justice, ne crée donc pas de charges nouvelles pour l'État. Au contraire, le gouvernement a donc souhaité reprendre cet amendement à son compte dans une rédaction plus aboutie. Les démarches des usagers seront ainsi facilitées et les missions des greffes des tribunaux d'instance d'Alsace-Moselle exercées au titre des registres des associations allégées. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Sur l'amendement 371 du gouvernement, la commission a émis un avis favorable. Avis favorable de la commission. Je mets pardon. Ouais. Il y a 2 prises de parole pour explication de vote. Alors, Monsieur Bigot commence, puis Monsieur Reichardt. Oui, je voudrais remercier Madame la Ministre d'avoir porté cet amendement dans ce texte de loi, remercier les rapporteurs de l'avis favorable et vous dire, mes chers collègues, très simplement que le droit des associations, la loi de 1908 dans nos 3 départements d'Alsace et de Moselle fait effectivement en sorte qu'il y a un registre qui est tenu par les tribunaux d'instance, ce qui n'est pas le cas, et que si ces registres doivent exister, on ne peut plus continuer à avoir un registre non informatisé. Ça fait des années que l'on en parle. L'informatisation livre foncier a été un succès et je suis convaincu que cette informatisation du registre des associations et des associations coopératives sera extrêmement utile. Je vous en remercie et je m'arrêterai là. Merci, chers collègues. Monsieur Reichardt, pour explication de vote. Merci, Madame
la présidente. Moi, à mon tour, je voudrais remercier Madame la ministre pour cet amendement. Il s'agit effectivement d'un amendement important. En ce qu'il rend possible, cela a été dit, l'informatisation du registre des associations en Alsace-Moselle et qu'il permettra des démarches en ligne, c'est quelque chose qui est attendu par les associations. Mais, Madame la ministre, il est également important parce qu'il modernise une partie, un texte de droit local, et il administre ainsi la preuve que cette modernisation est possible à l'initiative de l'État, ce qui, Madame la ministre, jusqu'à aujourd'hui n'allait pas franchement de soi, il faut bien le dire. Et je me permets d'espérer, Madame la garde des Sceaux, que cet acte volontariste de la part du gouvernement en faveur de la modernisation du droit local puisse durer encore longtemps, parce que vous le savez bien, tout droit qui n'évolue pas, qui ne se modernise pas est condamné, et les Alsaciens moselans souhaitent que le droit local puisse continuer à être dynamique. Enfin, Madame la garde des Sceaux, je voudrais vous souhaiter plus de succès pour cet amendement que Jacques Bigot et moi, nous avions eu par le passé, parce que lors de la loi égalité-citoyenneté, nous avions déjà proposé cet amendement et qui avait reçu un avis défavorable du gouvernement, Madame la ministre. En effet, à l'époque, on nous avait opposé l'article 40, à savoir que l'amendement aurait accru les charges de l'État. Nous avions déjà fait savoir à l'époque que ce n'était pas le cas, et vous venez de le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est écrit, d'ailleurs, c'est écrit dans votre exposé des motifs, et vous venez de le redire, que ce n'était pas le cas, que effectivement la réalité montrait clairement que les PELFI avaient les moyens et qu'on ne solliciterait pas l'État à cet égard. Eh bien, tant mieux. Il vaut mieux avoir raison avant l'heure que trop tard. Merci. Merci, chers collègues. Je vous propose maintenant de mettre aux voix l'amendement 371 rectifié, qui a donc un avis favorable de la commission, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement 371 rectifié est adopté. Après l'article 53, un amendement 252 présenté par Monsieur Thani Mohamed Soihili. Oui, Madame la Présidente, il est défendu et je suis prêt à le retirer dès qu'on m'en fera la demande. Très bien. Est-ce que Monsieur le rapporteur souhaite le retrait ? C'est fait. Bon, le voilà, Madame la Ministre. Tout le monde est d'accord ? Je remercie Monsieur le sénateur Soihili de sa proposition. Merci bien. Donc, chers collègues, nous considérons donc que cet amendement est retiré, le 252. Et nous passons au chapitre 2, amendement 360 présenté par Monsieur Detreigne au nom de la commission des lois. C'est un amendement de coordination. Donc, amendement de coordination. Madame la ministre, avis du gouvernement ? C'est un avis défavorable. J'en suis désolée pour Monsieur le sénateur Detreigne, mais voilà, c'est un avis défavorable. Avis défavorable du gouvernement sur l'amendement de la commission. Je mets aux voix cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement 360 est adopté. Donc je mets aux voix le non. Il est voilà. Ça n'est pas. Article 54. Un amendement 187 du gouvernement maintenant. Oui, Madame la Présidente, en fait, l'avis défavorable que j'émettais à l'amendement précédent était précisément lié à l'amendement que je propose maintenant et qui vise au rétablissement de l'article 54 qui a été supprimé par la Commission. Cet article 54 permet de confier à titre expérimental des missions d'animation et de coordination à des chefs de cour d'appel pour un ressort qui s'étend à plusieurs cours d'appel sur une même région. C'est une expérimentation, je le dis bien ici, qui est limitée à 2 régions et donc c'est l'objet donc de cet amendement. Ce pilotage régional a pour but de créer de la cohérence dans les politiques conduites par les cours d'appel et de renforcer l'autorité judiciaire
face à l'ensemble de ses partenaires régionaux. Peuvent être cités à titre d'exemple la mise en cohérence des procédures d'hospitalisation sous contrainte en relation avec l'Agence régionale de santé, ou encore l'harmonisation des seuils de transactions douanières avec la Direction régionale des douanes et d'autres mesures encore. Cet article permet ensuite d'expérimenter la spécialisation des cours d'appel dans ces 2 régions expérimentales dans des matières civiles qui sont déterminées par décret en Conseil d'État. Par rapport au projet initial du gouvernement, l'amendement que je propose ajoute une précision importante. Les matières qui pourraient donner lieu à cette spécialisation seront déterminées en tenant compte de leur technicité et de leur faible volume. Au fond, nous reproposons au niveau des cours d'appel le mécanisme que j'ai développé tout à l'heure devant vous au niveau des tribunaux de grande instance. Ce dispositif fait donc qu'il n'est pas question d'expérimenter cette spécialisation pour des contentieux de masse. Cette expérimentation doit au contraire permettre d'améliorer la qualité de la justice rendue dans les contentieux les plus techniques, en spécialisant les magistrats, et donc de favoriser l'homogénéisation de la jurisprudence au niveau régional. Les conclusions de cette expérimentation seront transparentes. Un rapport complet sera remis au Parlement. Je vous demande donc de bien vouloir rétablir l'article 54 dans la version proposée par le gouvernement. Merci, Madame la Ministre. Avis de la Commission. Oui, Madame la Présidente, c'est un avis défavorable de la Commission à l'amendement 187. Il veut effectivement rétablir l'article prévoyant l'expérimentation concernant les cours d'appel au sein de 2 régions administratives. Il est contraire à la position de la Commission, je viens de le dire, qui a supprimé cette expérimentation au motif qu'elle n'en voyait pas très honnêtement et sans être désagréable une utilité réelle. D'une part, il est proposé de confier à certains chefs de cour des fonctions d'animation et de coordination des autres chefs de cour à l'échelle d'une région administrative. Outre que ces fonctions ne sont pas précisément définies, elles contribueraient, semble-t-il, à développer une forme de hiérarchisation implicite entre les cours qui existe déjà en matière budgétaire et qui n'est pas réellement acceptée, à supposer que les chefs de cour s'y prêtent. Il existe aujourd'hui en matière budgétaire et donc, dans le cadre du dialogue de gestion avec la direction des sièges judiciaires, des cours responsables du budget opérationnel de programme, connu sous l'acronyme de BOP, et des cours simples unités opérationnelles. Mais cette distinction ne se traduit pas par une réelle hiérarchisation entre les cours, qui ne serait d'ailleurs pas tout à fait acceptable puisqu'elles disposent pour l'essentiel des mêmes compétences juridictionnelles. D'autre part, il est proposé de spécialiser certaines d'entre elles dans certaines matières civiles et la Commission y est extrêmement réservée. Avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Bigot pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la garde des Sceaux, cet article 54 a été fort heureusement supprimé parce qu'il fait partie de ceux qui inquiètent sur le terrain. On sait bien que la France est maintenant divisée en 13 grandes régions. Nous avons vu dans la région Grand Est, dans laquelle je suis, la manière dont on fait évoluer les académies. On annonce d'abord qu'il y aurait un recteur qui serait un peu le coordinateur, et puis, quelque temps après, il n'y a plus qu'un seul rectorat dans la même région. On sent bien qu'un certain objectif, c'est d'arriver, peut-être pas sur tout le territoire national, mais de rapprocher les cours d'appel, de supprimer un certain nombre de cours d'appel. C'est fait de manière très très subtile et très discrète, mais nous ne sommes pas dupes et c'est la raison pour laquelle moi je rejoins tout à fait l'avis de la Commission et je ne voterai pas votre amendement de réintégration de votre article 54 qui préfigure la suppression de cours d'appel. Merci, chers collègues. Maintenant, je mets aux voix l'amendement du gouvernement 187. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 187 n'est pas adopté. Et voilà pour ce débat des sénateurs sur la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. Alors dans ce débat sur ce projet de loi, il a été question de la justice face au terrorisme et il y a eu un débat intéressant sur un amendement du sénateur Les Républicains Olivier Paccaud qui proposait de ne plus rembourser les frais de justice pour les terroristes. Olivier Paccaud a pris l'exemple de Salah Abdeslam, le seul survivant des terroristes du Bataclan, qui va être jugé prochainement et qui bénéficiera d'une aide juridictionnelle pour payer sa défense. Pour Olivier Paccaud, les Français n'ont pas à payer pour des personnes ayant commis de tels actes. Cet amendement a divisé la droite sénatoriale puisque certains sénateurs de droite ont défendu
l'état de droit. Selon eux, tout accusé dans une démocratie a le droit d'être défendu. Je vous laisse écouter ce débat. À l'amendement 75 rectifié bis, il est présenté par Monsieur Paco. Oui, merci Madame la Présidente, Madame le garde des Sceaux. Cet amendement vise à retirer l'aide juridictionnelle aux personnes condamnées pour actes de terrorisme. Donc depuis mars 2012 et les attentats de Toulouse perpétrés par Mohamed Merah, la France a subi une quinzaine d'attentats, avec un bilan effroyable, plus de 240 morts, victimes de la folie, de la haine islamiste. Dans la plupart des cas, les terroristes kamikazes y ont aussi laissé leur vie. Rares sont ceux qui ont pu être interpellés afin d'être jugés. C'est cependant le cas de Salah Abdeslam, qui est le seul rescapé du commando du 13 novembre 2015. Si son procès est attendu, de nombreux Français ont appris avec stupéfaction que cet individu allait bénéficier de l'aide juridictionnelle pour payer sa défense. Même s'il s'agit là d'un cas heureusement rare, il ne peut que nous interroger sur le bien-fondé de l'exercice de ce droit pour les auteurs d'actes terroristes. Car les actes terroristes ne sont pas des crimes et des délits comme les autres. Évidemment, les terroristes, à travers leurs victimes, ils s'attaquent aussi et surtout à une société, à une civilisation, à une vision de l'humanité. Nous sommes tous attachés à la notion d'état de droit. Mais de même que la liberté d'expression n'autorise aucunement à dire ou écrire n'importe quoi, le principe de l'aide juridictionnelle ne saurait être dévoyé. Nos prédécesseurs, législateurs, ayant donné corps en 1972 à l'aide juridictionnelle, qui permet à tous les citoyens, quel que soit leur niveau social, d'avoir accès à une défense juridique, nos prédécesseurs avaient-ils imaginé que ce droit servirait un jour les intérêts d'un terroriste? Il est permis d'en douter. Surtout lorsque l'insolvabilité supposée de l'accusé est totalement contradictoire avec les moyens dont il a bénéficié pour échafauder ses projets meurtriers. Aussi, par souci de défense des intérêts de la nation et de la cohésion sociale, je vous propose, avec la quarantaine de co-signataires de cet amendement, de retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux auteurs d'actes terroristes ainsi qu'à leurs complices. Merci, chers collègues. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Madame le Président, on est sur un sujet, un thème de principe. Parfois, on ne peut pas transiger avec les principes. Nous sommes dans un système démocratique où les droits de la défense doivent être assurés, quelle que soit la pensée que nous avons de l'auteur qui a commis le crime, y compris le plus abominable. Ça fait partie des choses qui sont pour nous aujourd'hui incontestables. Et je pense d'ailleurs que nous avons bien raison qu'elles soient incontestables. Car si nous faisons droit à cette demande, on peut se poser la question pourquoi ne le fait-on pas pour les agressions sexuelles, pourquoi ne le fait-on pas pour les crimes contre l'humanité, et le système sera infini, la discussion sera infinie. Il y a un principe qui est celui qu'on peut donner à celui qui doit se défendre la possibilité de le faire et d'avoir un conseil pour le faire, y compris en passant par l'aide juridictionnelle. L'autre principe, c'est que si on a les moyens de prouver la solvabilité de celui qui comparaît, on peut récupérer ou ne pas donner l'aide juridictionnelle. Donc ça aussi, c'est une possibilité qui est souvent d'ailleurs peu utilisée, ce qui est parfaitement d'ailleurs regrettable, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais en tous les cas, c'est une possibilité qu'il faut savoir mettre en œuvre. Pour toutes ces raisons, je dis aux nombreux collègues qui ont co-signé cet amendement qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher sincèrement, quel que soit, je sais que ça peut choquer pour certains d'entre nous, quelle que soit la gravité du crime commis, on ne peut pas remettre en cause ce qu'on a appelé chez nous un droit fondamental. Voilà. Donc, c'est plutôt une demande de retrait que je propose à notre collègue. Et puis, à défaut, ce sera un avis défavorable, mais plutôt une demande de retrait. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Madame la présidente, monsieur le sénateur, je partage l'avis de monsieur le rapporteur.
Bien sûr, la situation que vous évoquez peut apparaître extrêmement choquante et je conçois aisément que l'on puisse avoir ce regard. Mais il me semble, et c'est ce que vient de dire Monsieur le rapporteur, que si nous devons répondre à la barbarie qui est celle qui résulte des actes qui ont été commis et auxquels vous vous référez, si nous devons y répondre, c'est en réaffirmant de manière principielle les valeurs fondamentales auxquelles nous croyons. C'est la raison pour laquelle, comme monsieur le rapporteur, je souhaiterais que vous puissiez proposer le retrait de cet amendement. J'ajoute, pour des questions strictement juridiques, qu'un tel amendement pourrait être considéré comme étant contraire à nos principes et valeurs constitutionnels, contraire au principe d'égalité, contraire au principe du droit à un recours juridictionnel effectif, contraire au principe de l'exercice des droits de la défense, contraire également à l'ensemble des principes qui ont été confirmés par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, mais je ne fais même pas ici état des raisons juridiques qui, d'une certaine manière, me semblent secondes par rapport à la discussion que nous avons. Je rappelle simplement les valeurs qui fondent notre démocratie. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, retirez-vous votre amendement ? Je ne le retire en aucun cas. Je ne le retire en aucun cas. D'abord, pour une première raison de droit toute simple, c'est que le retrait de l'aide juridictionnelle existe dans notre droit. C'est rare, mais c'est tout à fait possible dans des cas bien définis par la législation. Ensuite, vous m'avez parlé de principe. J'ai bien entendu, monsieur le rapporteur, madame le ministre, vos arguments. Mais je ne suis pas persuadé que le principe de base d'une société soit de défendre ceux qui souhaitent la détruire. Je ne suis pas persuadé que répondre à la barbarie par un état de droit qui nie la nécessité de se défendre, d'abord, soit ce qu'attendent aussi nos concitoyens. Une société, donc, elle doit avant tout reposer sur un pacte social, sur ce qu'on appelle effectivement le contrat républicain. Ce qu'attendent avant tout nos concitoyens, c'est que la société les protège, que le gouvernement soit là pour les défendre. Or, comment accepter pour un citoyen, pour un contribuable, que ce qui menace notre pays soit financièrement, juridiquement défendu par ce pays. Notre pays, notre société n'a pas vocation à être masochiste et encore moins schizophrène. Donc je ne retirerai pas mon amendement. Merci, chers collègues. Donc il y a plusieurs demandes d'explication de vote, à commencer par monsieur Bigot. Monsieur Cran et monsieur la ministre. Oui, ce qu'il faut rappeler les principes du droit. Nous sommes dans un état de droit. Devant la justice, il existe des auxiliaires de justice et nos règles prévoient, notamment en matière criminelle, que l'accusé doit être assisté d'un avocat auxiliaire de justice, lequel, le cas échéant, est commis d'office. D'ailleurs, on a pu constater que des terroristes, parfois, ne voulaient même pas qu'il y ait un avocat commis d'office. Donc, le mot aide juridictionnelle peut paraître choquant, en ce sens qu'on a l'impression que c'est une aide que l'on accorde à cet accusé, qui peut-être même n'en veut pas, alors qu'en réalité, c'est notre fonctionnement de la société qui est légitime, qui dit que dans un procès pénal, il y a le procureur, il y a les magistrats, la cour d'assises, spéciale composée uniquement de magistrats d'ailleurs, et une défense qui n'est pas là forcément pour soutenir l'action du terroriste, mais pour garantir l'équité du procès. Et supprimer l'aide juridictionnelle, ça serait dire que des avocats commis d'office doivent fonctionner sans indemnité. Il appartient, le cas échéant, à l'État de recouvrer si l'intéressé a de l'argent et que dans ce cas-là, il ne bénéficie pas d'aide. Mais vous savez très bien que c'est impossible. Et donc je crois que c'est ça la logique. C'est vrai qu'on ferait mieux de ne pas parler d'aide juridictionnelle, mais de rétribution, dans ce cas-là, de l'avocat commis d'office, de l'auxiliaire de justice commis d'office. Peut-être une formule, Madame la garde des Sceaux, qu'il faudra trouver un jour pour rassurer nos concitoyens. Et en même temps, permettez-moi de vous dire
que franchement, dans un procès contre les terroristes qui coûte très cher à l'État, le temps de l'instruction, le temps de la procédure, etc., sans compter les moyens de sécurité qu'il faut mettre pour s'assurer de leur maintien en détention et des conditions de leur survie, c'est pas l'indemnisation versée à l'avocat commis d'office qui va ruiner la France, bien au contraire. Donc moi je crois que c'est au nom de nos principes, de la même manière qu'il y a eu des défenses pour les crimes de guerre à Munich, etc. Je pense que c'est le principe de nos droits et il faut les accepter. Merci, cher collègue. Monsieur Grand, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame le garde des Sceaux. Et moi, je m'étais posé la question de savoir si j'allais co-signer cet amendement. Un peu à la réflexion, je me suis rappelé le procès de Lyon de Barbie, je me rappelais d'autres procès. Je me suis dit, ils ont été défendus, mais effectivement, je crois qu'on ne peut pas renoncer. La France ne peut pas renoncer à donner à un accusé, même le plus horrible des personnages, même ceux qui ont perpétré des crimes contre l'humanité, une défense. Et de toute façon, ça serait sans effet. Parce que l'avocat commis d'office, comme vient de le rappeler notre collègue, l'avocat commis d'office se rendra au prétoire. Parce que c'est aussi une tribune pour eux, quelque part. Hein, il ne faut quand même pas perdre complètement ça de vue non plus. Et donc je crois qu'effectivement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Notre collègue a eu raison de soulever le problème. Il a eu raison de dire que c'est très choquant. Donc, peut-être, Madame le garde des Sceaux, pourrait-on changer l'expression écrite, trouver un autre terme, dire que voilà, il y a quelque chose à faire pour ne pas choquer l'opinion publique, parce que je comprends que quand l'opinion publique verra un avocat, on dira mais c'est vous contribuables qui payez cet avocat. Les gens ne comprennent pas. Et le devoir du parlementaire, c'est de savoir expliquer aux Françaises et aux Français que effectivement la France restera la France, parce que si les plus grands criminels n'avaient pas accès à une défense, nous ne serions plus la France. Merci, chers collègues. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Laménie pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Chers collègues, bon, c'est vrai que le mérite revient à l'initiative de notre collègue Paco et avec d'autres, je tenais à soutenir cet amendement parce que je peux comprendre les réponses à la fois de monsieur le rapporteur et de madame la ministre, mais on est dans un état de droit, certes, oui, on le respecte, mais je dirais, beaucoup ne comprennent plus. Et parfois, on se demande, nous, réellement, les législateurs, on dit vous êtes les législateurs, mais honnêtement, il faut se poser les bonnes questions. À quoi on sert? Parce que là, on voit, on n'a aucune marge de manœuvre. Dès qu'on essaye de proposer quelque chose, à l'initiative de notre collègue, même si c'est partagé et collectif, là, il rappelle les chiffres malheureusement des victimes innocentes des attentats, 241 victimes innocentes. Alors là, on prend dans le cas de la lutte contre le terrorisme, mais de l'autre côté, on peut multiplier les exemples de tous les victimes d'actes, je dirais les prédateurs. Hein, combien de victimes? Malheureusement, on a plein d'exemples. Après, si on prend aussi même les chauffards sur la route, quand on les retrouve, après, bon, il y a certains jugements, mais les peines, elles sont très limitées par rapport, je dirais, à la détresse des familles respectives qui ont perdu une victime. On a combien d'exemples de le piéton qui se fait écraser, délit de fuite. Si on le retrouve, bon, on peut juger, mais si on ne le retrouve pas, combien on a de cas comme ça? Et les cas liés au terrorisme, voilà, tout se recoupe. Et c'est vrai que malheureusement, on se pose des questions. Donc, je dirais, je peux comprendre vos réponses, monsieur le rapporteur, madame la ministre, mais néanmoins, je resterai, je dirais, cohérent avec les co-signataires de cet amendement. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Pilet pour explication de vote. Merci, Madame la Présidente. J'ai entendu les propos de notre collègue Bigot, puis de notre collègue Grand, et je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce point. On peut pas soupçonner notre collègue Grand
d'être particulièrement complice de ceux qui veulent abattre la démocratie ou complice de ceux qui voudraient être trop généreux ou trop indulgents avec les terroristes. Mais de grâce, mes chers collègues, je vous en conjure, on est dans un pays, dans un état de droit. On est dans un pays où le droit est empreint d'humanisme. Il est empreint de quelque chose de céleste. Il ne faut pas redonner une autre décoration aux terroristes en leur disant qu'en plus, on leur enlève l'aide judiciaire. C'est une décoration qu'on leur donne en plus. Non, on est au Sénat. Nous avons un état de droit, nous avons quelque chose à défendre, nous avons des principes supérieurs à défendre. Bien sûr, c'est quelquefois difficile, mais c'est aussi quelquefois difficile d'être un élu qui ne suit pas la foule. L'élu doit quelque temps guider le peuple. Il ne faut pas céder. Je vous en conjure, ce serait une très vilaine image au regard de tout ce qui s'est passé dans cette maison depuis des siècles. Merci, chers collègues. La parole pour explication de vote à Monsieur Luche. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, j'essaie d'être le plus pragmatique possible. L'aide juridictionnelle, c'est des fonds de l'État. C'est l'État qui paye. Les fonds de l'État, c'est notre contribution, c'est la contribution de tous les Français. Je ne peux pas admettre que ceux qui me traitent, ceux qui nous traitent de mécréants, soient défendus avec mon argent. Ça me paraît vraiment à contresens. Défendre des gens qui veulent nous anéantir, anéantir nos familles, perturber le fonctionnement de notre société, nous ne pouvons pas d'un côté tendre la joue, pour justement recevoir des coups comme ça. C'est pour ça que je trouve que la proposition qui est faite, qui est certes peut-être un jour peut-être remise en cause, voire élargie, mais est un signe très fort. Et il appartient certainement, et je parle devant des juristes ou des avocats, des responsables juridiques, de réfléchir comment ces avocats éventuellement peuvent être rémunérés sur l'action qui est la leur. Mais franchement, expliquer aux Français que leur argent va défendre les terroristes, ça me paraît très difficile. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Priou pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente. Dans cet hémicycle, j'ai une expérience personnelle puisque j'étais à une époque dans des cours d'assises en tant que partie civile, puisque j'étais victime en 2000 d'un attentat politique. C'était un colis piégé perpétré par des militants d'extrême droite à la philosophie néo-nazie qui ont fait deux victimes innocentes, mais enfin toute personne touchée dans cet attentat aurait été une victime innocente. Je peux témoigner que deux fois 5 jours de procès d'assises, c'est extrêmement lourd, mais c'est primordial d'abord pour faire les gens qui avaient été victimes, les familles, le travail de deuil pour que la vérité éclate et que effectivement la justice soit rendue. Je n'aurais jamais imaginé que les accusés, surtout l'accusé principal qui a été condamné 2 fois à 27 ans, ne soient pas défendus. Je crois que c'est effectivement l'honneur de notre démocratie d'avoir ce droit fondamental, le droit de la défense. Et je crois qu'aujourd'hui, si on ouvrait une brèche là-dessus, on aurait dans quelque temps, dans nos hémicycles, un débat sur la remise en cause ou du moins la réhabilitation de la peine de mort, même si ça a été inscrit de manière très forte également dans la Constitution et que nous sommes certains à l'avoir voté et que ça soit effectivement un acte très fort. Je le dis parce que personnellement, je le dis avec émotion, j'ai vécu tout ça. C'est très, 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 très lourd. Et si je prends cette position, effectivement, c'est parce que c'est important que, au nom de la République française, qui a servi souvent de phare de démocratie au niveau du monde, nous puissions justement rester sur ces fondamentaux. Merci, chers collègues. Madame Assassi. Je suis désolée, mais je ne peux pas dire mieux que ce que vient de dire notre collègue. Très bien, chers collègues. S'il n'y a plus de prise de parole, je laisse maintenant conclure Monsieur le rapporteur qui a demandé. Ce n'est pas la...
Vous ne souhaitez pas prendre la parole? Je ne voulais pas être plus long, mais ce que vient de témoignage qu'on vient d'entendre de notre collègue se suffit à lui-même. Je crois qu'en matière de défense d'un accusé, les conseils de ces personnes-là ne défendent pas le crime, que ce soit clair entre nous. Ils défendent les droits qu'a cette personne d'être défendue. C'est ça le sujet. Et donc, ce qu'a rappelé Jacques Bigot, l'aide judiciaire va au conseil de ces personnes. Et il ne faut pas essayer de mélanger les deux, car si vous mélangez les deux, on ouvre des portes impossibles. Et il n'y a pas de solution. Donc, il faut bien distinguer les choses. Et je crois que la force absolue d'un État de droit, et c'est ce qui le rend fort, et c'est ce qui permet justement cette cohésion sociale globale que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est le fait que chacun puisse se défendre, y compris le pire d'entre nous, mais puisse avoir les moyens de se défendre. C'est la seule garantie qu'on a dans un État de droit digne de ce nom-là. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission des lois. Oui, je vous remercie. J'avais scrupule à vous redemander la parole, Madame le Président, devant tant d'interventions de nos collègues et celle de notre rapporteur, après d'ailleurs celle de Madame le garde des Sceaux, qui m'ont paru très convaincantes et pertinentes. Je voudrais dire aux auteurs de cet amendement que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Ça règle parfaitement la question qui ne devrait même pas avoir à se poser. Nous ne pouvons pas punir quelqu'un en lui refusant un avocat pris en charge par l'aide juridictionnelle avant de savoir qu'il est coupable. Et nous ne pouvons pas savoir s'il est coupable s'il n'a pas été défendu au cours d'un procès. Supposons qu'une cour d'assises se réunisse. L'accusé est poursuivi pour complicité d'attentat terroriste. Il clame son innocence. Au cours du procès, coup de théâtre, il a été pris pour un autre. La cour d'assises est convaincue de son innocence et il est évidemment relaxé. Eh bien, alors, dans ce cas, puisque ce garçon avait été poursuivi pour un acte puni parmi les actes de terrorisme, il n'aurait pas eu le droit à un avocat. Il est innocent. Il n'aurait pas eu droit à avocat parce qu'il était accusé de terrorisme. Eh bien, tant que le procès n'a pas eu lieu, la personne qui est poursuivie est présumée innocente et doit pouvoir être défendue. La défense d'un accusé n'est pas une forme de complicité avec cet accusé. C'est simplement que dans un état de droit, on ne peut pas mettre en prison et parfois à perpétuité quelqu'un qui n'a pas été défendu. Et si cette personne n'a pas les moyens d'assurer sa défense, eh bien, l'aide juridictionnelle doit être évidemment appliquée. Ça n'est pas de notre part faire preuve de complaisance à l'égard des terroristes que de rappeler cette règle qui est une règle fondamentale de notre État de droit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Paco, vous avez déjà exprimé votre position de vote, donc normalement vous ne pouvez plus prendre la parole. Oui, mais sincèrement, il y a une explication indispensable. Monsieur le Président de la Commission des lois, je crois que vous n'avez pas lu l'amendement, puisqu'il est bien précisé que ce retrait de l'aide juridictionnelle, il n'est pas possible avant jugement. Il n'est pas possible ab initio, comme vous le dites, c'est évident, il serait anticonstitutionnel. L'amendement prévoit le retrait de l'aide juridictionnelle après condamnation. Évidemment, vous avez raison. Et pour clore, je ne serai pas long, je ne peux pas accepter qu'on nous fasse passer pour des antidémocrates. Voilà. Je peux être aussi démocrate tout en défendant ce type d'amendement. Je veux bien toutes les critiques du monde, mais me faire passer pour quelqu'un qui n'est pas un démocrate, non. Si vous le voulez bien. Donc nous allons mettre aux voix cet amendement qui a donc un avis de retrait ou défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Et voilà pour ce débat du Sénat autour de la réforme de la justice. Les sénateurs ont terminé l'examen d'une 60aine d'articles sur ce texte. Ils ont notamment augmenté le budget de la justice prévu dans les prochaines années et fixé un objectif de 15 000 places de prison à construire d'ici 2022 contre les 7 000 promis par le gouvernement.
Les sénateurs ont renforcé les pouvoirs des enquêteurs judiciaires tout en garantissant les libertés individuelles. Alors le vote sur l'ensemble du projet de loi aura lieu mardi prochain. Vous pouvez voir et revoir tous nos programmes sur le site internet publicsénat.fr. Bonne journée et bon week-end sur les chaînes parlementaires. La loi agriculture et alimentation a été adoptée mercredi à l'Assemblée après une semaine de débat. C'est la nouvelle façon de faire la politique et c'est exactement ce qui a été intégré dans ce gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire au Sénat? Est-ce que vous y réfléchissez? Le projet de budget qui a été présenté marque un tournant significatif. Retrouvez toute l'actualité politique et parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat dans Parlement Hebdo, présenté par Oriane Mancini et Thibaut Enoch, aujourd'hui à 18h. Direction la Martinique, à 6500 km de Paris. Et si l'île était un parfum, il serait celui du rhum. Cet alcool représente ici toute une culture et un patrimoine prestigieux. Le rhum martiniquais est le seul à être AOC, appellation d'origine contrôlée. Mais c'est aussi une activité qui crée de l'emploi. 3500 personnes travaillent dans le secteur. Aujourd'hui, la filière canne-sucre-rhum est présente à la fois dans l'agriculture avec la canne, dans l'industrie avec le rhum, mais aussi dans le tourisme. Et c'est la seule filière qui propose autant de métiers différents, dans des domaines différents, effectivement, sur notre territoire. Planter 1 hectare de canne, ça coûte à peu près 6 000 €. Et on replante à peu près 700 hectares par an. Bref, c'est une économie qui tourne. Nous recevons aujourd'hui dans nos structures distilleries 600 000 visiteurs par an. Et qu'aujourd'hui, ce spiritourisme crée de l'emploi, tant au niveau agricole qu'au niveau industriel, qu'au niveau service, et c'est ce dont la Martinique a besoin. Le rhum pèse 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. La Martinique compte 7 distilleries réparties sur le territoire autour de Fort-de-France. 16 000 bouteilles sont produites chaque année. 75% de cette production est exportée dans le monde entier. On a la chance d'exporter nos produits dans une trentaine de pays à aujourd'hui, et cette tendance va croissante. Et on espère bien pouvoir faire rayonner le rhum et surtout la Martinique, parce que je pense qu'on est une ambassade de notre belle île au travers du monde. Mais tout n'est pas si simple ici. Le rhum est l'alcool tiré de la canne à sucre. Et pour continuer à exploiter et même augmenter cette production, il faut sans cesse planter. C'est le problème des producteurs et des agriculteurs martiniquais, car sur l'île, on commence sérieusement à manquer de place. Pour faire du rhum, il faut de la matière première. La matière première, c'est la canne à sucre, qui nous manque actuellement. Donc, on a un impératif d'augmenter la production de canne. Alors, le problème de la production de canne, c'est que les terrains en Martinique sont limités. Nous, on est un rhum pur jus de canne à sucre. Ça veut dire que déjà, notre matière première est plus chère. L'ensemble des coûts induits par la production est plus cher parce qu'on a évidemment des minima européens et c'est bien logique, mais également on a des contraintes environnementales qu'on essaie de respecter et l'ensemble de ces éléments font que notre produit est plus cher et donc plus difficile à vendre à l'export. Et on a cette fragilité qui fait qu'on a une épée de Damoclès qui nous pousse à vendre toujours plus cher, toujours mieux, toujours plus haut qualitativement et que cette qualité soit perçue par le client final. Il faut donc trouver des solutions pour dynamiser la production, notamment grâce à des aides européennes et de la recherche. Pas question d'abandonner le rhum, ce savoir-faire français dans les Caraïbes, dont on est si fier ici et qu'il faut consommer avec modération. Je me suis intéressé à l'histoire de la ville, de Strasbourg en arrivant. Et une partie qui m'intéressait le plus, c'était cette Neustadt justement. C'était ces bâtiments qui sont si différents de ce qu'il y a en France. Les Allemands voulaient refaire de l'Alsace une province allemande. On passait des heures et des heures à essayer de retrouver ce qui s'est passé. Alors voilà, les Bergroumains qui sont dans leur état d'origine, c'est une véritable œuvre d'art totale. L'Alsace est remplie de toutes ces histoires de gens qui ont été tiraillés entre deux identités, deux familles. Je
trouve qu'on a réussi à réconcilier son passé autour de ça. C'est vous la France, ce soir à 23h sur Public Sénat. Public Sénat.